On a aujourd'hui la chance et l'immense plaisir d'accueillir un certain nombre de panélistes qui sont vraiment de qualité. Je vais commencer par Jamel Nasser, Masser, qui est représentant de l'ANAP, l'Agence nationale d'amélioration de la performance dans la santé. Je vais un peu vulgariser la structure en disant que c'est le bras armé du ministère, même si c'est pas du tout ça, il complétera. Jamel est un expert, en tout cas c'est comme ça que je l'ai rencontré, et c'est sur ces sujets, en lisant les centaines de pages qu'il a fait, c'est un expert des plateformes et de la digitalisation, du transport sanitaire entre autres. Bien évidemment, dans l'ensemble du sujet de Ambulancier 3.0, le virage numérique et digital, on peut pas oublier la transition, le choc qu'on a subi en 2018 avec l'avenant, l'article 80, pardon, qui a généré un bouleversement dans notre profession, à la fois parce que ça a été fait un peu de manière forcée, et puis aussi parce que dans les modalités du financement du transport, un nouvel acteur rentrait, les structures hospitalières. Alors quand je dis rentrer, c'est pas vraiment cela, parce que c'était déjà un gros prescripteur, mais en tout cas, ça s'est organisé. Et l'article 80 a fait que les structures hospitalières sont devenues un gros client pour le transport sanitaire. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lionel Vac, président de ARTLH, l'association des hospitalières logistiques et du transport, c'est ça? Tu me reprendras, qui abordera le sujet de la démarche qualité pour le patient. Très clairement, les échanges qu'on a eus laissent penser à croire que les objectifs de la FNAP et les missions de l'association que représente Lionel Vac à travers l'ensemble des structures hospitalières publiques et leur plateau logistique et leur, depuis 2018, pas contrainte, mais nécessité impérieuse de prendre en compte l'interfaçage avec les sociétés de transport sanitaire prestataires qui sont sélectionnées parmi des appels d'offres et avec lesquels il y a des échanges. On abordera tous ces sujets-là. Et puis, des fois, peut-être, on oublie un peu les patients au milieu de tout ça. Et dans nos échanges qu'on a eus, dans les réunions préparatoires, il y a beaucoup de choses positives et constructives qui s'annoncent pour envisager une collaboration et peut-être mettre un jour peut-être un cahier des charges de référence, de bonnes pratiques, parce que, et Lionel le dira et expliquera, parce qu'en intra-hospitalier, ils ont besoin aussi de prendre en compte cette gestion de flux de manière organisationnelle, avec des sujets dont on discute avec la DGOS, comme les salons d'accueil, entre autres, c'est un des exemples, mais aussi ce virage du numérique avec la prescription qui avant se faisait à travers un prescripteur qui appelait directement son ambulancier, qu'il connaissait, et puis il se parlait d'homme à homme, et puis il parlait d'un patient. Aujourd'hui, quand on fait une demande de transport dans la majorité, alors je ne sais pas si c'est la majorité, Lionel nous le précisera, des établissements de santé qui sont digitalisés, on fait des lignes de commande numériques et on passe sur des serveurs, des logiciels qui doivent interopérer entre eux et qui ne prennent pas en compte l'entièreté de la dimension humaine du patient. Forcément, il y a des données qui ne peuvent pas être transmises ou qui évoluent dans le temps, l'état du patient, son poids, etc. Il y a plein de choses. Donc, on a, par rapport à cette notion de collecte des informations et du virage en numérique, on a un interlocuteur de choix via Bachar Sayoni, qui représente la société ACTech, une société qui équipe un bon nombre de structures ambulancières un peu partout dans le monde et qui est capable de collecter des données numériques dans les véhicules, mais pas que, avec, comme vous le savez tous, la nécessité impérieuse d'avoir des flux certifiés aujourd'hui, de niveau 1 à 5, pour obtenir un paiement ou pas. Et justifié d'un certain nombre d'actes et de géolocalisation, entre autres,
pour calculer ou en tout cas pouvoir facturer les distances. On est donc sur un virage du numérique qui est plus sur du déclaratif. On a dit qu'on avait fait tant de kilomètres, etc., etc. Et ça va donc faire partie d'un des points des données techniques et la masse de données techniques parce que j'ai cité quelques exemples avec la géolocalisation, mais il y a bien d'autres choses, la bonne présence du matériel, éventuellement l'identification des ambulanciers dans les véhicules, et encore bien d'autres choses qui peuvent améliorer la performance des entreprises. Il ne faut pas croire que ces collectes d'informations, de données de santé, des fois, parce que le véhicule peut être un tuyau pour transmettre des données de santé, sont que des sources de problèmes. C'est au contraire, et vous le comprendrez, j'espère, à travers les présentations, des axes d'amélioration et de performance. Et puis j'ai fait le choix, parce qu'il s'est spécialisé dans ce domaine-là, de faire intervenir Xavier Basset. Bon, il a le même nom que moi, c'est mon cousin. Il s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et puis, comment intelligemment on peut utiliser ces données. Donc, il nous fera part de son expérience, au départ développeur de solutions pour des robots humanoïdes, et maintenant dans les sujets de comment bien fructifier à travers l'intelligence artificielle la manière dont nos ambulanciers on va travailler demain sur tous ces outils connectés qu'on ne va pas avoir le choix d'avoir. Et on le voit dans les dernières générations des derniers véhicules 100% électriques. On est déjà surveillé. Alors, j'aime pas le terme surveillé, mais il y a déjà des caméras qui sont là pour faire de la prévention, parce que quand on s'endort au volant, maintenant, les véhicules électriques dernière génération nous alertent sur le fait, parce qu'ils voient qu'on est en train de s'endormir au volant. C'est un des exemples parmi d'autres. Je vais donc laisser la parole dans les propos introductifs à Jamel, parce qu'il a rédigé des centaines de pages, comme je le disais, et il connaît parfaitement le sujet des plateformes et de la digitalisation. Ok, parfait. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je tenais à remercier le président de la FNAP de nous avoir invités dans le cadre de ce congrès. Effectivement, l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance, qui a été créée en 2010, quasiment en même temps que les agences régionales de santé, dont l'objectif, c'est à la fois de pouvoir aider les établissements de santé dans le cadre de différents travaux, et pas uniquement finalement que ce soit le sujet du transport ou le sujet de la logistique, hein, on est sur le terrain sur des sujets d'organisation de blocs opératoires, de réorganisation des urgences. Donc, mais l'intérêt, en tout cas pour nous, c'est d'avoir une vraie jointure entre le travail de la logistique, le travail du soin. Et puis, moi, c'est un sujet que je connais très bien, puisque c'est un sujet sur le transport que je traite depuis 2011. Donc, on a vécu de nombreux sujets sur cette thématique-là. Et puis, on a beaucoup collaboré avec tout l'écosystème, pas uniquement les établissements, pas uniquement finalement les éditeurs, mais beaucoup avec les transporteurs. Parce que pour moi, c'était important de comprendre, d'interagir. Et je vais essayer d'illustrer au travers en tout cas de ma présentation, ces éléments-là. Alors, sur le sujet de la plateforme, effectivement, c'est des sujets qu'on voyait dans les établissements sur comment je gère mon transport au niveau de l'établissement. Et comme le disait M. Basset, historiquement, il y avait des liens entre l'établissement, les unités, puis finalement les transporteurs, j'appelais, on discutait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que le volume de transport ne va pas décroître, puisque, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est des travaux de l'adresse, de l'INSEE. Aujourd'hui, le vieillissement de la population, le regroupement de plateaux techniques, les ALD, que ce soit le cancer, la dialyse, en pleine croissance malheureusement, font que le volume de transport est en croissance. Donc comment finalement, on s'organise au travers de ce dispositif dans une meilleure articulation entre les structures hospitalières et les transporteurs. Donc, je vais juste vous présenter à date, aujourd'hui, puisque nous, dans tous les travaux qu'on a menés, on a initialement aussi été regarder ce qui se passait à l'étranger.
finalement comment ça se passe dans d'autres pays comme l'Espagne, comme l'Angleterre, etc. C'est très important pour nous de voir un petit peu comment l'écosystème fonctionne. Peut-être juste un élément de complexité, en tout cas aujourd'hui en France, 5500 entreprises de transport. C'est que voilà, on est dans de la micro-entreprise. Et donc, comment on fait collaborer tous ces acteurs aussi en intégrant la dimension économique. À date, aujourd'hui, on a 3 types de plateformes qui existent et qui ont effectivement été peut-être plus mis en perspective ou émergé en 2018 avec l'article 80. Mais bien avant 2018, il y a eu beaucoup d'établissements qui étaient déjà organisés au travers de plateformes qui permettaient de gérer d'ailleurs à la fois le brancardage au niveau de l'établissement de santé, mais également le transport sanitaire. Alors, on a un premier type de plateforme que je dirais la plateforme qui a été finalement impulsée, financée par l'établissement de santé. Donc, on a quelques éditeurs qui, aujourd'hui, en tout cas, sont apparus et pour lequel l'établissement de santé achète le logiciel, l'implémente, l'interface avec son dossier prévisionnel et qui permet à un moment donné, dans une articulation avec le transporteur, de pouvoir lancer une commande. Il y a un deuxième type de plateforme, c'est les plateformes qui étaient mises à disposition par les transporteurs. Il en existe, suivant les endroits, suivant les territoires, suivant les régions, parce que globalement, ça correspondait à un besoin donné par rapport à une problématique liée à un établissement, et ça a fonctionné très très bien. Il y a un troisième type de plateforme qu'on a vu aussi dans d'autres pays, que j'ai vulgairement appelé modèle Uber, qui est un offreur de services qui articule finalement c'est une articulation entre l'établissement de santé et le transporteur. Ils ne connaissent pas le métier du transporteur, ils ne connaissent pas forcément le métier de l'hôpital, mais ils sont à l'interface entre deux acteurs. Et on voit aujourd'hui émerger, en tout cas dans certains endroits, ce type de plateforme. Alors, ce qui est important pour moi, en tout cas de vous dire, c'est que ça, c'est l'existant. C'est qu'on a des plateformes de cette nature. Mais surtout, qu'est-ce qu'on doit attendre d'une plateforme? Je pense que ça, c'est beaucoup plus important. Peu importe la typologie de plateforme, c'est qu'il y ait une transparence au niveau de la plateforme. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'on puisse savoir quelles sont les informations, à qui ça s'adresse, comment on est organisé. L'équité également, j'en ai beaucoup entendu parler au moment de l'article 80, où des transporteurs nous sollicitaient pour nous dire, écoutez, voilà, nous on risque de perdre du chiffre d'affaires parce qu'au travers de l'article 80, finalement, c'est des appels d'offres et donc du coup, comment je m'organise, etc. Donc ça, c'est très important. Donc ces plateformes, elles doivent aussi assurer l'équité. Pourquoi? Parce que dans une plateforme, on va aussi réfléchir notamment à ce qu'on appelle le tour de rôle. Et que ce tour de rôle, il est important de pouvoir le construire entre les transporteurs et l'établissement. La traçabilité, puisqu'à un moment donné, là aussi, il faut qu'on soit transparent sur les données et les commandes qui sont faites au travers des acteurs internes. Et puis surtout qu'on ait une vision globale, puisque globalement aujourd'hui, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans certains endroits, on peut plus se permettre aujourd'hui finalement d'avoir un transport par-ci, un transport par-là, compte tenu de votre activité. Un élément très important pour moi, indépendamment des plateformes, c'est la collaboration entre les transporteurs et les établissements de santé. Dans beaucoup d'établissements, cette collaboration, je caricature et je grossis un peu le trait, elle s'opérait autour des fiches d'événements indésirables. Le sujet n'est pas là. Le sujet dans cette collaboration, et encore une fois, quel que soit l'outil numérique, le transporteur sanitaire, c'est un partenaire, c'est pas un fournisseur, c'est pas un acteur de seconde zone. C'est un acteur qui doit collaborer. Pourquoi? Parce qu'il connaît, lui, très bien le métier. Et donc, il a une connaissance approfondie du dispositif et il est capable de participer à l'amélioration de la prise en charge au service du patient. Juste une petite anecdote, le sujet du salon de sortie, qui est un sujet finalement qui a été mis en place et qui a émergé dans les pays anglo-saxons. Je connais des salons de sortie qui fonctionnent très très bien parce qu'ils ont été pensés, réfléchis sur la fluidité du patient, de la sortie du patient, en étroite collaboration avec les transporteurs. Et je connais aussi des salons de sortie où en gros, on a mis un endroit, c'est une espèce de no man's land. On pose les patients dans le salon de sortie,
Mais ce n'est pas pour autant que les transporteurs sont en capacité, compte tenu du fait qu'on n'a pas lissé la sortie des patients, d'être en mesure de les prendre en charge en temps et en heure. Donc du coup, on ne diminue pas le temps d'attente des patients. Et donc, ça crée des difficultés. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir une vision globale. Ce qui est sûr, c'est que l'outil numérique, lui, ne va pas régler les problèmes d'organisation. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion, et encore une fois, collégiale avec les transporteurs, parce que lorsque l'outil en question est bien utilisé, ça veut dire qu'on diminue les temps d'attente pour les patients, mais on diminue aussi les temps d'attente pour les transporteurs. Combien de fois dans les établissements, j'ai des transporteurs qui me disaient, écoutez, nous on est venu pour récupérer un patient, et puis ça fait 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes qu'on est en train d'attendre. Donc ce travail de lissage des sorties et de collaboration, il doit être fait de manière très prégnante et imprégnante entre les transporteurs et l'établissement. Ah, pardon. Voilà. Et ce qui est très important aussi, indépendamment du fait que, comme ça a été dit en début de séance, le volume de transport fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre du temps, tant pour les transporteurs que pour les patients. N'oublions pas une chose, on ne transporte pas des caisses à outils, on transporte des patients. Donc cette articulation-là est très importante. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ores et déjà aujourd'hui, il faut qu'on puisse, au travers des outils numériques, intégrer les contraintes des transporteurs, c'est les éléments de plan de charge. Encore une fois, j'ai déjà vu, pour des problématiques de lissage de sortie, on voulait faire sortir au même moment 20 patients. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les transporteurs, ils ont un plan de charge. Et donc, ces éléments-là, ils doivent être partagés avec l'ensemble des acteurs. Si ce n'est pas le cas, l'outil numérique, il ne servira à rien. Ça sera juste une chambre d'enregistrement. Je veux un transport à telle date. Et puis derrière, on va se rendre compte que malgré ça, on n'aura pas la possibilité. Il faut aussi qu'on puisse, au travers de cet outil, identifier les éléments de contexte environnementaux et géographiques. J'ai trouvé assez intéressant dans la préparation de cet échange ce qu'on était capable de faire en récupération de données au travers des ambulances, des éléments de multiples natures, y compris des éléments de géographie, de trafic routier, etc. Je prends toujours le même exemple. Dans la région ouest, Bayonne, Biarritz, Anglet, il y a des goulots d'étranglement à partir d'une certaine heure. Vous pouvez rester 2 heures dans les embouteillages. Donc, si vous ne tenez pas compte de ces éléments-là dans le cadre de la sortie des patients, autant vous dire qu'on pourra tous se dire le patient, je voudrais qu'il sorte à telle heure et on va en prendre d'autres. Ça ne fonctionne pas. Donc ces éléments-là, qui sont des éléments de contexte, et là aussi je reprends toujours le même exemple parce que j'ai beaucoup travaillé dans les régions PACA et Corse. Lorsque vous faites Ajaccio-Bonifacio, il y a 130 km. Vous ne le faites pas ça en 2 heures, compte tenu du contexte géographique. Donc tous ces éléments-là font que s'ils sont partagés entre l'ensemble des acteurs, on a une vision très intéressante et très pertinente. Autre élément aussi qui me paraît très important dans le cadre de ces plateformes, c'est d'avoir une vision globale. Vous savez que dans le transport routier, ça fait 40 ans qu'on ne fait plus de retour à vide. Pourquoi? Parce que tout ça est partagé et qu'on sait que lorsqu'on va faire Paris-Madrid, on s'est déjà organisé pour que le transporteur y reprenne d'autres finalement transports pour éviter, pour des problématiques de marge, ces éléments-là. Aujourd'hui, dans le domaine du transport sanitaire, on a beaucoup à progresser et je pense que les plateformes vont concourir et collaborent pour ce dispositif-là. Et enfin, dernier élément et qui me semble très important, c'est que pour moi, le transport, c'est pas un élément de seconde zone, c'est pas de la logistique, c'est un des maillons de la chaîne de soins. Et je le dis et je le répète parce que, ayant beaucoup travaillé sur des sujets médico-chirurgicaux, je vois bien l'importance du sujet du transport et que les outils numériques doivent justement permettre toute cette collaboration entre les différents acteurs. Alors merci Jamel pour cette présentation. C'est un condensé très, très bien concentré de tous les travaux que tu as faits. J'ai entendu que tu as parlé de transparence et équité à un moment sur le rôle. Et derrière, quand on dit ces mots, on parle de modèles mathématiques. On est d'accord. Et pour ça, il faut que ça soit accessible à tous.
C'est pas parce que quand on dit équité, par exemple, équité sur quelle base? La base des entreprises qui sont enregistrées, pas enregistrées, qui sont titulaires d'un marché, pas titulaires d'un marché, dans quel ordre de priorité, quelles sont les règles? Donc, ça reste des choses à définir et c'est dans les politiques hospitalières, dans le cadre de l'article 80, à les définir, même s'il y a des cadres légaux. Mais j'apprécie énormément que dans les recommandations de l'ANAP, des mots-clés comme ceux de transparence et équité soient mis en avant et soient même les socles des fonctionnements des plateformes. Et derrière la notion de plateforme, avant de passer la main à Lionel, parce que la transition est toute trouvée, je tiens à insister sur le fait que derrière ce terme plateforme se cache beaucoup d'imaginaire, avéré, pas avéré, de mots non dits ou dits, d'inquiétude. Parce qu'on a vu, et tu l'as dit comme ça, on a vu des concepts Uber arriver. Or, nous, c'est des patients. Et qu'aujourd'hui, ce sujet du terme plateforme, à travers l'avenant numéro 11 à la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une des pierres angulaires de l'organisation de demain. Et l'ACNAM a dit engager des travaux sur ce sujet-là. En effet, c'est à l'ordre du jour. Il y aura des groupes de travaux. Il y aura des groupes de travail avec différents interlocuteurs qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais ce qui est sûr, c'est que sur l'approche plateforme, il y a, à mon avis, beaucoup de mots à mettre pour que tout le monde comprenne qu'il y a peut-être des organisations non pas à visée purement commerciale, mais plutôt organisationnelle. Et là, je vais me retourner vers Lionel et la qualité de la relation avec les patients. Merci. Merci de m'accueillir à votre congrès. Donc, Lionel Vac, je vais vous présenter mon association avec Jamel, avec qui on travaille assez régulièrement. On est en convention de fonctionnement. Donc, je pense que c'est ce photo. Donc, la RTLH, une présentation de cette association qui a 36 ans, qui organise son congrès cette année comme vous à Béziers, où on réunit 250 à 300 personnes. Professionnel, donc on le fait régional parce que les gens ont du mal à se déplacer en France et on n'a pas centré Paris. Donc l'année dernière, nous étions à Annecy, cette année à Béziers. Donc où on a tout le public du transport, donc mais aussi le monde de la régulation, mais aussi tous les logisticiens. Je suis ingénieur logistique à l'hôpital de Saint-Quentin. C'est mon premier travail et donc il me restait un peu de temps, donc je me suis investi dans l'association. C'est le bouton, celui-ci. Le gros. Oui, le gros, voilà. Voilà, donc voilà l'association. Donc on est à peu près sur une quinzaine de métiers au niveau des professionnels qui viennent à nos rencontres. C'est avant tout un réseau d'échange. Et là, je viens parler devant vous, partenaire quotidien dans mon établissement, pour mes collègues qui, eux, gèrent une partie de cette relation professionnelle. Donc, on rassemble des professionnels de transport et de logistique. Et puis, on a un réseau de partage, plus un centre de formation. Donc, on forme aussi nos professionnels. Notre but, nous, c'est d'aider nos responsables dans des établissements qui ont des structures très différentes, entre une structure à 250 lits et un CHU à 3000 lits. Forcément, on va avoir des approches techniques différentes. Donc, notre but, c'est d'apporter à nos collègues qui sont seuls. Un directeur d'hôpital n'aura pas forcément une technicité dans le monde de la logistique et du transport. Donc, un jeune sorti d'école, il a besoin de soutien. Donc, l'association tente de lui amener ce soutien, puisque techniquement, il n'aura pas forcément des réponses à des plans d'action ou à des accompagnements sur des solutions terrain. Voilà, c'est le but de notre association. Donc, je vais prendre l'historique, je vais en fin de compte afficher ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est la partie que vous... juste avant, je crois que j'ai dû cliquer en même temps. Ouais, voilà. Donc, nous, la mise en place des plateformes logistiques vient de la DGOS, accompagnée par la NAP, peu de temps après, sur effectivement mettre en place donc, des plateformes de régulation, automatiser le système,
en intégrant, dans le cadre d'un marché, les règles du tour de garde, on l'a vu. Hein, donc c'est arrivé sur l'association dans les années 2010, où je me souviens sur les journées de Brest, on avait eu une présentation du CHU de Montpellier associé à la NAP sur un premier chantier de partage de groupes de travail afin de définir le mode de fonctionnement entre les partenaires privés et le CHU. Il y avait également eu un contact avec l'ensemble des représentations d'associations de métiers. Donc voilà, donc c'est quand même assez vieux. Je crois que c'était en 2014 ou 2015. Donc il y avait déjà cette notion de centralisation de commandes de transport. Avant l'article 80, tout à fait, oui. Donc, de ce groupe de travail, décidément, je ne suis pas... Voilà, désolé, je ne suis pas doué avec les télécommandes. Donc, le projet d'organisation était bien de développer une organisation unique, performante, donc avec la volonté d'un territoire d'engager sur un plan qualité les deux parties. Donc, la partie sous-traitance du transport et la partie interne de l'établissement. On retrouve ce mot équité, on ne sait pas téléphoner hein, on retrouve ce mot d'équité et de partenariat, c'est ce qui avait été défini dans ce schéma, avec deux objectifs principaux, hein, réduire les indisponibilités, hein, et donc forcément des contraintes patients, et puis réduire le temps de prise en charge. Et mon propos, il va plus se tourner sur ça, en fin de compte, aujourd'hui, c'est ne pas oublier, en fin de compte, dans un partenariat comme celui-ci, d'avoir à un moment donné des points de rencontre, des points de discussion, parce que la plateforme, en fin de compte, elle discute. Je vous laisse passer la diapo, comme ça, je suis désolé. Donc l'ARS est arrivé est revenu vers les établissements pour accompagner au niveau de des plateformes de régulation. Donc on voit un protocole clair qui avait été sorti par l'ARS sur les rôles de chacun au sein des plateformes. Et là, je vais pouvoir vous présenter au niveau des centralisations de demandes plusieurs types de fonctionnement dans les hôpitaux. Je vais prendre mon établissement, voir mon GHT, 11 établissements, 2 plateformes de régulation. Aujourd'hui, on parle de plateformes régionales au niveau des hôpitaux. Donc, c'est le cas sur l'Aquitaine, c'est le cas sur la Bourgogne. Vous allez avoir des plateformes qui vont être gérées par la direction des soins. Donc, ils connaissent le côté soins, mais pas forcément la spécialisation transport. Donc, on va mesurer certaines difficultés. Vous avez des directions logistiques, où là, vous avez des responsables logistiques qui ont eux-mêmes en interne des flottes de transport, des équipages en brancardage. Et puis ensuite, vous avez aussi des établissements qui se retrouvent avec des directions achats à la tête des plateformes, où là, on est vraiment... Et tout ça sur des modes de fonctionnement complètement différents. En journée, c'est-à-dire que la plateforme s'arrête à 17h et c'est les soignants qui prennent la suite. Ou voilà, la plateforme, à 17h, elle passe en automatique au niveau de la transmission des demandes. Vous allez avoir des plateformes 24/24 avec des régulateurs qui vont gérer pour l'établissement, et ça c'est vrai dans les CHU, les appels. Et puis après, au niveau de plateformes qui sont dirigées par une direction des achats, vous allez avoir des administratifs qui gèrent la plateforme, en fin de compte. Et là, pareil, on sera sur du 2/8 ou du travail de journée, avec des interactions soignantes et puis un objectif qui est prévu par la loi. Donc voilà, on est dans un contexte quand même qui peut être très différent d'un établissement à un autre, voire d'un établissement qui, à un moment donné, repasse la main à des équipes soignantes qui vont appeler, comme ça se passait avant les plateformes, qui vont appeler directement les professionnels de transport.
Dans ces comités, je prône le comité de suivi puisque c'est important pour moi, d'un moment donné, d'avoir du feedback sur des points d'activité. C'est ce qu'on fait dans mon établissement tous les 4 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des points de dysfonctionnement ou de manque de communication ou simplement de connaissance de fonctionnement qui, à un moment donné, sur ces rencontres, vont nous permettre d'avoir le Pareto des problèmes côté transporteur, mais aussi le Pareto des problèmes côté de l'établissement. Et pouvoir travailler sur l'élément le plus pénalisant pour chacune des parties et de rentrer dans un plan de progrès. Parce que dans l'établissement, ça sera toujours compliqué pour un partenaire d'aller se faire entendre sur ces notions de sortie que Jamel a pu faire écho dans sa présentation, c'est-à-dire sortir énormément de personnes en même temps ou tout ce qui peut pénaliser dans l'accueil de la société pour récupérer le patient dans sa chambre qui n'est pas prêt à l'heure dite. Donc d'avoir les bons élèves, parce qu'il y a des unités qui travaillent très bien et qui ont intégré le challenge, puis on va tomber dans des unités où on aura de gros écarts avec des pertes de connaissances, parfois de ces processus-là. Voilà un peu l'état des lieux que je voulais vous faire. Donc faciliter la communication et pour les professionnels du transport qui n'ont pas ce genre de démarche, ils peuvent les provoquer. C'est ce que j'encourage. C'est ce qui permettra à un moment donné, nous au sein de l'association aussi, de pouvoir répondre à des échanges quand ce sont les directions logistiques qui les gèrent. Bon, voilà. Donc ce que vous venez de nous dire, c'est quand même qu'on est passé de l'homme to l'homme à la machine to machine dans certains cas, parce que même les plateaux de régulation hospitalière à certaines heures ferment et c'est la machine qui traite. Et quand on dit machine to machine, on a quand même un soignant au départ et un ambulancier dans son véhicule à la sortie qui vont réaliser une prise en soin avec toutes les contraintes qui peuvent être inhérentes à la prescription. Et aux modifications de dernière minute de prescription, et donc au changement d'horaire, et donc à la gestion de multitudes d'événements indésirables ou de fiches d'événements indésirables. Et on est passé à un système où on se génère de la tension entre nous, alors que la tension intra-hospitalière, elle existe avec la pénurie de personnel, mais pareil chez nous, et que les effets de pic dont parlait Jamel tout à l'heure sont liés. Peut-être que Eric Baldacchino me corrigera, mais parce qu'il connaît bien aussi l'intra-hospitalier, sont liés à des plages horaires d'organisation de sortie des patients, liés à des forfaits de tarification, et qui fait qu'on se retrouve dans des goulots d'étranglement. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Et je suis assez content sauf si Lionel, je me trompe, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une initiative d'une fédération, d'une organisation d'employeurs d'entreprises de transport sanitaire qui se rapproche de la RTLH pour dire faut qu'on sorte de ce carcan de dysfonctionnement lié à la machine to machine et qu'on améliore le passage des informations. Et qu'on soit sûr qu'on réalise des prestations en adéquation avec les attentes des prescripteurs. Et que les soignants qui passent des commandes pensent que quand elles ont appuyé sur le bouton, tout de suite, instantanément, le véhicule est au courant et puis il va arriver dans les 5 ou 10 minutes. Parce que déjà, je vais céder la parole du coup à Bachar, c'est que quand une identito-vigilance doit être garantie du moment où l'infirmière va, ou le médecin ou la secrétaire va rentrer la commande, jusqu'au moment où elle va arriver dans le véhicule et être traitée dans le véhicule. Il se passe un certain nombre de changements de logiciels, et il y a peut-être dans la salle des éditeurs de logiciels, ils comprendront ce que je veux dire avec les API et les interconnexions avec les différents logiciels. Garder et garantir le nom du patient, sa chambre, son pavillon, son service, son étage, son état
bariatrique, pédiatrique, néonatal, avec tel type d'équipement, une sonde urinaire, un retour en HAD, donc une infirmière peut-être à domicile et un rendez-vous du coup à domicile pour se synchroniser avec l'HAD. Tout ça, il faut qu'au final, ça arrive dans le véhicule et que ça soit exploitable, que la direction de l'entreprise qui va être prestataire soit au courant, que sa planification soit au courant. On est passé du papier crayon à ce système-là. Et depuis 2018, les travaux qui ont été réalisés par la NAP, certes, ont aidé, mais à quel moment des travaux sérieux, au sens collaboratif, partage d'expériences, remontées, alors autant certaines grosses structures hospitalières organisent des vraies relations, et j'ai lu déjà dans tes rapports, Jamal, que c'était un point clé, c'est-à-dire la communication entre les différents intervenants, les unités de soins, les plateaux logistiques des structures hospitalières. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de charte qui existe pour se dire on va améliorer la manière dont on va expliquer les choses aux ambulanciers, aux soignants, prescripteurs, etc. etc. Donc, je pense que tout ça est quand même un choc de pratique qui, en termes d'organisation, n'a pas forcément été très, très bien pris en compte, même si je sais que les éditeurs de logiciels ont essayé de faire leur maximum pour s'adapter. Mais il y a une brique qui est importante, c'est la brique dans le véhicule, parce que c'est là où il y a nos collaborateurs. Ils doivent recevoir une information qualitative et ils vont réémettre eux-mêmes des informations qui, des fois, est pertinente, des fois ne l'est pas. Peut-être que des fois, ils sont réellement bloqués sur le réseau routier. Peut-être que des fois, ils n'ont juste pas envie de travailler et puis ils coupent l'appareil. Et là, je passe la parole à Bachar. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Bruno pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents. Donc, aujourd'hui, je suis là pour justement vous parler de l'ambulance connectée et comment ça peut contribuer en fait à faciliter vraiment le quotidien de l'ambulancier et l'aider aussi à la prise de décision. Donc, mais j'aimerais commencer tout d'abord par une présentation rapide de la société Acetech, qui est un acteur global et est un fabricant de solutions d'électronique embarquée, spécialisé dans le monde de l'ambulance, qui a, vu que c'est un acteur global, en fait, on rencontre vraiment tout type de clients du monde entier, ce qui nous permet vraiment de voir des besoins différents selon le pays, selon la région, selon même les ambulanciers eux-mêmes. On voit très bien que le besoin, il est différent. Donc, c'est pour cela, vraiment, on est animé par ce partage, par cet échange avec les différents clients pour justement innover des produits qui sont à la pointe de la technologie afin de mettre tout cela au service des ambulanciers, aux patients et aussi au public, parce que même le public, il est touché par le transport sanitaire. Donc, pour raconter en fait l'histoire de comment Acetech a commencé, nous avons commencé en 2006 par le développement d'un système de gestion électronique pour permettre aux ambulanciers de gérer les équipements électriques à bord de l'ambulance. Donc, cette solution-là, elle était dédiée vraiment pour le marché irlandais. Ensuite, on s'est tourné vers le marché du Canada. Et là, on a vu en fait un besoin. Et les clients, ils étaient à la recherche de solutions de télématique avancées qui permet en fait de récolter les données afin de géolocaliser les véhicules, afin d'avoir un côté opérationnel optimal de leur ambulance et aussi de gérer, parce qu'on est tous d'accord ici, je pense, sur l'importance de la donnée et la traitance de la donnée et la communication entre les différents établissements, même les équipements à bord de l'ambulance. C'est hyper important d'avoir une communication pour avoir une fonction optimale. Donc,
Donc, suite à, quand on a eu l'information comme quoi il fallait une solution de télématique, c'est là où on a développé en fait la solution de télématique avancée, et c'était vraiment dédié au monde de l'ambulance. Donc, on vient pas vraiment d'un secteur qui est, on fait pas de la télématique qui est générique, mais plus spécifiée pour le monde de l'ambulance. Donc, cette solution-là, elle nous a permis en fait de comprendre vraiment le fonctionnement de l'ambulance de manière plus approfondie, et ça nous a permis aussi de développer et d'intégrer d'autres solutions innovantes pour justement répondre à un besoin beaucoup plus important des ambulanciers. Donc, la télématique avancée nous a permis aussi de développer en fait une solution ou des solutions écologiques comme le système d'Ecoron, qui permet en fait avoir un impact moins important sur l'environnement, parce que il élimine en fait tout ce qui est ralenti excessif des moteurs pendant les périodes d'attente au sein de l'ambulance, ou même quand les ambulanciers ils sont par exemple je sais pas, ils s'arrêtent pour prendre un café ou peu importe, on a ce système-là qui surveille le moteur et qui permet en fait de vraiment d'éteindre le moteur et de l'allumer de manière automatique sans l'intervention de l'ambulancier. Nous avons par la suite développé la solution de gestion de matériel médical afin de permettre aux ambulanciers d'être vraiment concentrés sur leur mission, qui est s'occuper du patient et non pas s'occuper si le matériel il est présent sur l'ambulance ou pas. Donc ensuite on a intégré des solutions de caméras qui aident justement à améliorer la sécurité et la sûreté des ambulanciers ainsi que les patients. Et finalement, on a intégré l'intelligence artificielle pour justement la détection de l'inattention ou la fatigue des ambulanciers. Donc, pour rentrer plus en détail sur les solutions, on a la solution justement de géolocalisation du véhicule et de la télématique avancée. Ça permet en fait de géolocaliser les véhicules, savoir vraiment les états, l'état du véhicule, avoir des données de kilométrage, avoir des données en fait, l'état des batteries, de comprendre exactement ce qui se passe à bord de l'ambulance sans être à bord. On a l'avantage en fait de cette plateforme, c'est que là maintenant les systèmes actuels, c'est la remontée d'informations pour géolocaliser les ambulances, c'est de 30 secondes. Et avec notre système, en fait, on a une remontée d'informations qui est beaucoup plus importante, qui est la 5 secondes. Donc, pour la prise en charge de patients, c'est hyper important parce que 25 secondes, c'est vraiment très long pour permettre de prendre une décision. Parce que si on est sur une autoroute et il fallait prendre une sortie pour aller chercher un patient, ça change la donne, en fait. Et ça permet donc d'améliorer aussi à travers des systèmes, des alertes sonores à bord de l'ambulance, d'améliorer le comportement des ambulanciers ou du chauffeur, et pourquoi pas en fait former les ambulanciers pour avoir un meilleur comportement, avoir
ce meilleur comportement, ça peut impacter l'usure du véhicule, parce que si on a des excès de vitesse ou si on a de comportements en fait brusques lors de passage dans un rond-point, l'usure il est beaucoup plus important. Donc cette solution, ça permet en fait de diminuer les coûts de maintenance et les coûts opérationnels de l'ambulance. Nous avons aussi cette solution, ça permet de réduire les risques accidentologie à travers justement les alertes en temps réel. On peut également, à travers cette technologie, mesurer le temps passé au sein des établissements de santé pour chaque ambulancier. Parce que là, on sait très bien que pour les ambulanciers, ils sont payés pour la durée du transport et non pas pour le temps d'attente au sein de l'établissement de santé. Donc, cela impacte réellement la rentabilité de la société d'ambulanciers. Donc, cette solution aussi, ça permet de réduire les émissions CO2, bien évidemment. La deuxième solution, c'est Asset Intelligence, donc, qui est une solution pour la gestion du matériel médical, pour savoir exactement chaque ambulance, qu'est-ce qu'elle a comme matériel. Et est-ce que telle ambulance ou telle ambulance, elle est vraiment capable de prendre ce type de patient ou un autre type. Donc, ça facilite vraiment la tâche de l'ambulancier, de l'ambulancier et aussi le centre de dispatch de choisir la bonne ambulance au bon moment. Cette solution aussi, ça permet d'avoir un suivi et géolocaliser le matériel médical. Donc, si l'ambulancier il a oublié un matériel de valeur importante chez le patient ou au centre hospitalier, il n'a pas à s'inquiéter beaucoup sur ce fait, parce que il peut récupérer toujours, il peut revenir sur l'historique du trajet et voir ce qui s'est passé exactement et à quel moment il a oublié, et à quel endroit il a oublié le matériel. Donc, il peut revenir pour le récupérer. Donc, même si c'est un seul matériel qui est perdu à l'année, ça peut rembourser en fait l'intégralité de la solution. Donc, au niveau du retour sur investissement, c'est hyper important pour les ambulanciers ainsi que pour les établissements de santé. On peut gérer également au niveau de la conformité du matériel médical. On peut voir en fait si les kits qu'ils sont présents à bord de l'ambulance, ils sont arrivés à date d'expiration ou pas. Et du coup, le gestionnaire de flotte ou le gestionnaire de parc de véhicules, il peut bien évidemment prendre ces données en compte et réagir en temps et en heure afin d'avoir vraiment des véhicules conformes en permanence. Donc ensuite, la solution de caméra, nous avons en fait deux systèmes. Un système qui est vraiment un système de caméra avec un enregistreur vidéo qui permet en cas d'accident de visualiser les images à distance à travers justement la connectivité. Il peut aussi améliorer la sécurité des ambulanciers à travers
éliminer les accidents qui arrivent à cause des angles morts. Il peut aussi dissuader le vandalisme et le vol. Donc, ça, c'est le système CCTV, donc caméra avec enregistreur. Et là, actuellement, en fait, on est sur une autre solution qui intègre l'intelligence artificielle afin de détecter tout ce qui est inattention du paramédic ou s'il n'a pas la ceinture de sécurité ou il fume ou quoi que ce soit, on peut l'alerter en temps réel à travers des messages vocaux pour le réveiller ou éviter justement les accidents. Donc, merci. Donc, voilà, en fait, les ambulanciers ont pour mission de sauver des vies. Et nous, notre mission, en fait, c'est de vraiment développer et d'innover et mettre ces innovations au service des ambulanciers, justement, pour les aider au quotidien. Et tout en gardant en tête que les ambulanciers, ils ont des sociétés, donc, et chaque société, elle a besoin d'être rentable. Donc, pour justement, notre mission, c'est de développer, mais assurer le retour sur investissement. Voilà. Impressionnant. Diminution de l'accidentologie, gestion du temps de travail, de la productivité, de l'improductivité. Beaucoup de garanties de remontée d'informations avec dans les flux certifiés des positions odométriques ou en tout cas de qualité qui vont permettre très certainement à nos éditeurs de logiciels de pouvoir facturer les bonnes quantités de kilomètres tant qu'on restera sur des notions de kilomètres, mais aussi mesurer le temps où on est en soins avec le patient. Donc plein de données qui aujourd'hui vont permettre à l'établissement receveur de savoir si l'ambulance va être on time ou pas. On l'espère, mais encore faut-il que toutes ces données, l'utilisation de ces données, on sache les exploiter correctement. Et quand on parle de toutes ces données, on parle de quantités très très importantes. Donc certes, la Caisse nationale d'assurance maladie nous demande d'évoluer sur ces sujets et il y aura des travaux, mais il y a le sujet aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle autour de tout ça et de l'exploitation de ces données. Est-ce que ça doit être des centres de coûts ou des centres de profit? C'est à moi. Bonjour à tous, ça va? C'est vendredi. Je m'appelle Xavier, je suis ingénieur de formation. Je code depuis 25 ans, spécialisé en intelligence artificielle. Je suis entrepreneur et j'ai créé une boîte qui s'appelle Umano. Je l'ai créée parce que j'ai codé des applications pendant des années et c'était chiant de les utiliser. Horrible. Et donc j'ai créé cette boîte parce que je me suis dit qu'il y avait une meilleure façon de faire, une meilleure façon d'interagir avec la technologie. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Umano. Je suis très content, merci, très content de vous rencontrer. Un nouvel écosystème. Donc, je viens de me présenter. Je vais avoir une ou deux questions pour essayer de faire connaissance et de vous connaître un peu mieux. Parmi vous, qui a déjà utilisé ChatGPT au moins une fois? Au moins une fois. À peu près la moitié. À peu près la moitié. Qui l'utilise de manière régulière ou utilise une solution équivalente, quoi, au moins une fois par semaine? Bien, ok. Il y a un an, ça n'existait pas. Moi, ce que je voudrais apporter dans notre discussion, là, c'est un petit éclairage sur l'IA, où on en est aujourd'hui, où on en était il y a quelques temps. Tout simplement parce qu'on parle d'ambulancier 3.0, donc je fais l'hypothèse qu'on est déjà au 2.0. Est-ce qu'il faut aller au 3.0 et qu'est-ce que c'est que le 3.0? Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA? Quelle est sa place dans tout ça? Bon, quand on doit prendre une décision, chef d'entreprise, généralement, on en a plein des décisions à prendre, on essaie d'avoir un espèce de schéma. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est urgent? D'accord? Et puis la case en haut à droite, on s'en occupe et le reste, on verra plus tard. On va essayer de réfléchir ensemble. Est-ce que ce sujet de l'IA, c'est important pour vous? Et est-ce que c'est urgent?
Quelques éléments de contexte, d'information. Urgence. Est-ce qu'il faut y aller maintenant? L'IA, on en entend parler depuis des années, on en parlait tout à l'heure avec Jamel, on a tous les deux travaillé, commencé à travailler, c'était une promesse, et puis ça a toujours été une promesse, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en parle tous? Quelques chiffres, ChatGPT, ça existe depuis 1 an, 180 millions d'utilisateurs. La croissance la plus rapide d'un service numérique jamais créé, la plus rapide. 180 millions, c'est énorme. Bon, et à la fois, on est 7-8 milliards sur Terre, ça laisse encore un peu de place. Mais sur ces 180 millions d'utilisateurs, beaucoup s'en servent tous les jours. Pourquoi? Parce que la technologie qui est l'intelligence artificielle, qui était de la technologie, un truc compliqué, des ingénieurs pendant des années, est devenue un usage. On s'est rendu compte qu'on pouvait s'en servir de manière très simple. C'est enfantin, les gamins font les dissertations avec et ça marche très bien. Donc il y a quelque chose. C'est-à-dire que là, on a créé un outil qui maintenant peut nous changer la façon d'interagir avec le monde numérique. C'est vraiment ça la différence fondamentale. Donc est-ce que c'est urgent? 180 millions de personnes, si vite, probablement qu'il y a un truc. Je reviens du CES de Las Vegas où j'ai passé quelques jours il y a 1 mois. L'IA est de partout. L'intelligence artificielle et les nouvelles modalités d'interaction sont littéralement en train d'envahir tous nos produits. Microsoft a annoncé une révolution complète dans son modèle. La base s'appelle Copilot, intégré dans tous les ordinateurs pro perso, cette année. Ça n'est jamais arrivé qu'une technologie aille aussi vite dans des produits qu'on va utiliser tous les jours. Bon, question d'urgence, maintenant, on a ces informations. Question d'importance. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire ces IA? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? 2 axes de réflexion. Qu'est-ce que c'est capable de faire et qu'est-ce que ça n'est pas capable de faire? C'est capable de générer des interactions très simples. On interagit avec, et les enfants savent interagir avec très simplement. Et en fait, ils parlent, ils s'adressent à un ordinateur, sans même s'en rendre compte. C'est très naturel. Donc ça, c'est une vraie capacité. Ce que ça n'est pas capable de faire, ça n'est pas une base de données. Ça n'est pas une information fiable. Ce truc-là hallucine. Ce truc-là invente des choses. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus de manière fiable en tant que tel. Néanmoins, on en parlait juste avant cette table. Aujourd'hui, les outils sont accessibles pour les développeurs. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Parce que quand on invente des plateformes, quand on invente des solutions qui interagissent, donc des logiciels qui se parlent, quand on invente de nouveaux capteurs, quand on met de plus en plus de données, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre les mains? Les développeurs ont des outils qui permettent de faire des interactions très simples et très naturelles avec ces systèmes-là. On peut parler avec une donnée d'ambulance et elle va se mettre à nous répondre. Vraiment, ça c'est possible. Donc ça, c'est une nouvelle boîte à outils qui change le monde des gens qui créent des logiciels et qui ouvre vraiment des tas de nouvelles opportunités. Important, urgent. Moi, j'ai fait le choix, je crois que c'est les deux et j'y vais. Maintenant, dans le domaine de l'ambulance 3.0, est-ce qu'il faut y aller? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous donner, c'est des parallèles, des exemples. Quand on a préparé la table ronde, j'ai parlé d'un exemple avec la Poste. La Poste, il y a quelques années, a dû vraiment se réinventer, puisque le courrier est en chute libre depuis l'arrivée des emails. 65 000 facteurs, 60 000 à la FNAP, 35 000 véhicules de la Poste ont été équipés dans une de leurs filiales qui s'appelle Geoptis, qui a été créée il y a quelques années. Et la Poste a transformé cette contrainte, ce problème de baisse de flux de courrier, en une opportunité. Comment ils ont fait? Ils ont équipé leurs véhicules et les facteurs d'outils pour collecter des informations. Oui, ok Xavier, collecter des datas, c'est bien, c'est-à-dire sur les véhicules qui amènent les facteurs jusqu'à nos boîtes aux lettres, il y a les caméras, il y a des capteurs qui permettent d'avoir des informations sur les données environnementales, sur des informations sur la voirie, sur le temps de trajet, tout un tas d'informations qui sont collectées, puisque ces véhicules sont sur la route, et que fait Geoptis? Ils les revendent. Ils les packagent et ils les revendent. Ils sont sur le terrain toute la journée. Et donc, ils ont une information qui est extrêmement précieuse. Et ils en ont créé ce nouveau vecteur de création de valeur à partir de leur asset principal. Voilà une première chose qui me semblait intéressante à partager. Combien de temps j'ai? 10 minutes encore, 15 minutes. Deuxième cas
qui est en train de se passer sur les usages de cette intelligence artificielle. Les constructeurs automobiles, ceux qui les équipent, sont en train de se dire, mais cette révolution d'interface avec les ordinateurs, d'interface avec les logiciels, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose dans l'habitacle? Alors sur le CES, c'était la foire. Hein. On parle à Alexa, on parle à ChatGPT, on parle... Mais ce n'était pas que sur le CES, puisque j'ai été très surpris de voir que tout ça arrive très vite. Peugeot a annoncé la semaine dernière intégrer ChatGPT dans ses nouveaux modèles de 208 ou 2008. En un an, on va être capable de parler à sa voiture comme K2000. K2000, ça vous parle? C'était un fantasme, ce truc-là, on est d'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une nouvelle forme d'interface avec ces logiciels, avec ces plateformes, avec les données des véhicules, avec des données qui peuvent être des données métiers, le temps de transport, la sécurité, l'information, qui sont des données cruciales. Mais si on se projette un peu, qu'est-ce que ça pourrait être? Si on réfléchit à cet ambulancier 3.0. Moi, je peux vous partager une petite anecdote. Quelqu'un de très proche, qui a eu besoin de transport, de manière très régulière, plusieurs fois par semaine, entre les Alpes et Lyon, pour des soins très lourds, ont été pris en charge. Une personne très proche. Et ce temps de transport, à l'aller, pas trop d'inquiétude, parce qu'on sait l'état dans lequel la personne part. Et le retour, c'est interminable. Parce qu'entre le moment où on part de cette prise en charge à l'hôpital et le moment où on arrive à la maison, il se passe 1h30. Et dans des soins qui sont très lourds, personnellement, j'étais terrorisé. J'attendais ce coup de fil, j'attendais ce moment d'arriver à la maison. L'ambulancier, il est à côté du patient. Il ne peut pas utiliser un PC, il ne peut pas utiliser un ordinateur. Il ne peut pas utiliser son smartphone, on le surveille pour ça. Mais demain, il peut parler dans un véhicule. Donc, il peut utiliser un service numérique qui peut lui donner un cadre pour qu'il puisse partager une information, pour qu'il puisse informer, qu'il puisse alerter, qu'il puisse jouer un rôle de lien entre le patient qu'il a avec lui et le reste du monde, sa famille, tout l'encadrement de soins, etc. Alors, je rêve, hein, je me projette. C'est votre monde. Moi, j'essaie de vous apporter un imaginaire qui finalement n'est pas si loin que ça. Et quand on se projette sur la façon dont on interagit avec les services numériques, ben en fait, je rebondis sur ce que j'ai vu et lu, des besoins de communication, des besoins d'échange sur des informations qui sont clés pour prendre des bonnes décisions. Les données environnementales. L'ambulancier qui est dans son véhicule, effectivement, il peut passer 2 heures dans un bouchon. Comment on les met à contribution, ces 2 heures? Si on imagine un logiciel, si on imagine une interface vocale qui lui permette de donner une information en live et en temps réel, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ce n'est pas une information qui nous permettrait de communiquer de manière transparente sur des améliorations, des axes d'amélioration, des axes de changement, voire même de recueillir une information complémentaire que l'employeur, que le service en tant qu'ambulancier pourrait valoriser de manière différente. En fait, l'ambulancier dans son véhicule, il est lui-même capteur d'énormément d'informations. Et on peut le mettre à contribution de cette façon-là. Dans les modèles que j'ai observés là dans cette présentation, il y a un éclairage sur la fluidification, la transparence, le fait que le transport doit être réalisé de manière efficace, et c'est la mission première, ça je l'ai bien compris. Le message peut-être que moi j'essaie d'apporter par ce que ces nouvelles technologies apportent, c'est que on peut probablement imaginer des modèles où cette mission numéro 1 peut être un prétexte à créer de nouveaux services, à créer de nouvelles propositions de valeur pour lesquelles, quelque part, tout est à faire. Moi, quand je regardais K2000 enfants,
je me posais toujours la question, mais qu'est-ce qu'il va lui demander à sa voiture? Parce que moi, j'étais bien infoutu de savoir ce que sa voiture était capable de faire. Bah, c'est le concepteur de K2000 qui l'avait imaginé. Et le concepteur de l'ambulancier 3.0, c'est vous. C'est vous le concepteur de cette K2000. C'est vous qui avez en tête les problèmes à résoudre. C'est vous qui avez en tête les sujets sur lesquels vous devez mieux communiquer avec les organismes qui organisent et qui fluidifient. C'est vous qui devez communiquer avec les patients. C'est vous qui devez communiquer avec les médecins. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez les clés et si vous aviez les capacités de créer votre K2000 de l'ambulancier 3.0? Moi, c'est une question à laquelle je serais ravi de poursuivre les échanges, parce qu'il me semble qu'on est vraiment à un point de rupture sur les usages qui sont liés à ces nouvelles interfaces numériques. Des métiers qui ont pu être, on va dire, contraints par un contexte de réalisation qui est très réglementé, probablement qu'on peut leur donner une nouvelle coloration et faire passer le 3.0. Merci beaucoup. C'est bien, il vient de nous faire rêver, hein. Je ne sais pas si on va arriver à redescendre sur Terre, mais moi, je vais vous faire redescendre rapidement. Parce qu'on a un enjeu court terme. Alors, je ne sais pas si la CNAM est arrivée, mais on a un enjeu court terme. C'est l'enjeu quand même de l'avenant 11 et de cet enjeu de transport partagé. Et là, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans un bout du cerveau de Jamel par rapport à cet enjeu de plateforme sans qu'on rentre dans des systèmes de rente. Xavier vient de nous dire qu'on pouvait, avec la collecte des informations, non pas être dans des systèmes où une prescription doit être un coût pour nous, au sens de la transmission de la commande, parce qu'aujourd'hui, c'est un centre de coût. Xavier vient de nous faire la démonstration avec l'exemple de la Poste qu'on pouvait générer de la valeur. Donc moi, je suis persuadé que l'ensemble des bilans de santé que les ambulanciers font, par exemple, pour le SAMU, l'ensemble de ces données qu'ils génèrent avec leur véhicule et leur cas d'usage, comment est-ce qu'ils utilisent leur véhicule, comment est-ce qu'ils usent leurs pneus, comment est-ce qu'ils... Et donc, les industriels qui fabriquent des pneus, tout ça peuvent être des outils pour générer de la valeur. Ça, une fois que c'est posé, c'est bien. Mais quand on parle concret court-termiste, courant 2024, négociation et discussion d'un avenant conventionnel, pas d'un avenant conventionnel, d'une nouvelle convention avec une obligation du transport partagé. C'est pas oui peut-être, c'est du transport partagé. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de tarification bonifiée. Donc, on est dans cet enjeu de comment est-ce que demain, on va pouvoir, avec en plus une décharge de responsabilité vers le patient, acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas le transport partagé, comment, alors qu'on est 5500 sociétés très disparates, individuelles, indépendantes, c'est le cas aujourd'hui, et les hôpitaux doivent centraliser tout ça. Et l'assurance maladie doit certifier que le patient était bien avec son identité, son numéro de sécurité sociale, il avait bien ses droits ouverts pour pouvoir, au moment où il va être transporté, être pris en charge. Aujourd'hui, on a quand même des plateformes avec des sujets inquiétants, qui sont très inquiétants de prise de participation ou de rente avec ces coûts. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet qui s'ouvre à nous et qui qui s'est déjà ouvert à la NAP sur ce transport partagé et ses enjeux par rapport à cette condition économique de réalisation des prestations? Je laisse Jamel nous dire ce qu'il a dans la tête sur ce sujet-là. Alors, c'est un vrai sujet. En 2011, quand on a finalement appréhendé le sujet du transport dans sa globalité, en termes d'organisation, à la fois au sein de l'établissement, en dehors de l'établissement, ensuite dans la collaboration entre les acteurs, et on a construit notre réflexion autour d'un rapport qui s'appelle Rapport Essartier 2010, proposition numéro 2, réfléchir au niveau de l'établissement, réfléchir au niveau du territoire. Les GHT n'existaient pas. Mais finalement, comment on peut faire collaborer tous les acteurs et comment on peut faire collaborer les transporteurs dans ce dispositif. Donc, on s'est d'abord focalisé sur comment finalement appréhender tout le process pour pouvoir éviter les temps d'attente pour le patient, éviter les temps d'attente pour les transporteurs. Et on avait dans un coin de notre tête, comme tu viens de le dire, le sujet du transport sanitaire partagé qui était un sujet compliqué dans l'organisation.
Pourquoi? Parce que quand on s'y était intéressé à l'époque, globalement, d'abord, le premier sujet, c'est il faut que le patient accepte. S'il n'accepte pas, il ne peut pas être transporté. Donc, la loi aujourd'hui élimine cet élément-là. Mais il y avait déjà des établissements qui, en étroite collaboration entre transporteurs, patients, assurance maladie, avaient imaginé, en tout cas avaient commencé à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et là aussi, en ayant à l'esprit qu'on ne transporte pas une boîte à outils, on transporte des patients. Et encore une fois, lorsque, notamment sur ces sujets de transport patient, est-ce que ça s'applique à tout? Ou est-ce que ça s'applique à certaines, finalement, pathologies de type dialyse, de type cancérologie? On doit tous aussi s'interroger sur la pertinence de l'aller et du retour. Je crois que ça vient d'être exposé quand on arrive à l'hôpital, voilà, pour une séance de chimiothérapie ou pour une séance de dialyse. Des fois, les choses se passent bien et des fois, les choses ne se passent pas bien. Donc, tout ce process de réflexion sur l'aller et le retour, il faut pouvoir l'organiser. Il faut l'organiser à l'hôpital. Comment je m'organise pour qu'effectivement, d'abord, j'identifie les patients qui sont éligibles, entre guillemets, à être transportés entre eux, puisque, encore une fois, il y a une réglementation. Je ne vais pas pouvoir faire 200 km pour transporter, pour déposer le patient A, le patient B, le patient C. Donc là, ça veut dire qu'il y a tout un travail. Et nous, on y avait réfléchi à l'époque. Mais on était immature encore sur ce sujet-là parce que trop complexe en termes d'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une maturité un peu plus importante au niveau des structures hospitalières parce que la professionnalisation de la fonction de transport, et j'insiste, cette collaboration entre hôpital, entre structures et transporteurs, elle est fondamentale. On ne pourra pas faire du transport sanitaire partagé sans les transporteurs. Le transporteur ne pourra pas faire du transport sanitaire sans la structure. Pourquoi? Parce que l'organisation et la structuration, elle est très importante. Et encore une fois, là aussi, tout ça doit se faire et les plateformes vont être des éléments importants. Je vais vous donner juste une petite anecdote quand moi je me suis intéressé à ce sujet-là en 2011. D'abord, il faut que j'identifie le patient. Il faut que j'identifie où est-ce qu'il habite. D'ailleurs, je m'assure qu'il n'habite pas trop loin de telle ou telle personne. Donc, les établissements à l'époque n'étaient pas outillés pour ça. Sauf à mettre ça sur Google Maps et puis essayer d'identifier. C'est un travail de titan. On n'a pas le temps. Donc, les plateformes vont concourir aussi à ces éléments-là, sous l'angle algorithmique. Être capable, au travers d'un certain nombre de patients, de dire, ben voilà, lui est éligible, lui est éligible, lui est éligible. De telle sorte qu'effectivement, encore une fois, on ne soit pas dans des mécanismes qui soient des mécanismes uniquement protocolaires ou scolaires, mais qu'on puisse, dans ce qu'on est en train de se dire, pour le bénéfice du patient et également pour les transporteurs, avoir des algorithmes qui nous permettent d'avoir une éligibilité et un mode de fonctionnement. Et moi, je vois bien aujourd'hui ces plateformes, en tout cas, intégrer ces mécanismes-là, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le sujet de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a le sujet routier, etc., dont on doit tenir compte pour être en mesure de. Derrière, le sujet de l'équité, parce que c'est un élément important là aussi. Hein. Moi, j'ai souvenir dans l'arrivée de l'article 80, qui était un sujet qui préoccupait les transporteurs pour deux raisons. C'est important de les reciter parce qu'on est dans ces mécanismes-là. Parce que j'ai beaucoup discuté avec les transporteurs. Mais finalement, pourquoi? Comment? Le numéro 1, c'est oui, mais attention, l'assurance maladie me paye en 5 jours. Demain, je ne suis pas sûr que l'hôpital me paye en 5 jours. Ça, c'était la première des préoccupations. Et la deuxième, oui, alors attention, moi, est-ce que je ne vais pas perdre du chiffre d'affaires? Parce que c'est ça le sujet. Enfin, encore une fois, vous êtes des entreprises avec derrière des contextes économiques et voilà, il faut aussi tenir compte de ces éléments-là. Sur le transport sanitaire partagé, de la même manière, je me positionne en tant que transporteur. J'ai aujourd'hui des patients que je transporte. Ils ne me sont pas dédiés, mais ça fait des années que je transporte le patient Albert, le patient Jean. Et donc, de fait, du jour au lendemain, ça veut dire que transport sanitaire partagé, potentiellement, mon patient, il va être transporté par un autre transporteur. Et donc, si je raisonne purement chiffre d'affaires, je vais avoir une perte de chiffre d'affaires. Donc, tout ça, de la même manière, quand on raisonne sur le tour de rôle, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse sur les mécanismes qui permettent de faire du transport partagé, entre guillemets, intelligent. À la fois dans l'équité des transporteurs, mais également dans une organisation où ça ne vienne pas perturber les patients. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, quand tu me disais, j'ai dans un coin de ma tête, je verrais bien qu'à un moment donné, dans cette organisation, le transporteur 1, il va aujourd'hui, le lundi, transporter
entre guillemets, ses patients. Le transporteur B va le lendemain transporter. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un travail d'équité, comme on l'a fait sur le tour de rôle, et où pendant des années, on pensait qu'on pouvait faire le tour de rôle sans les transporteurs. C'est pas vrai. Il faut que, globalement, tout ça soit défini collégialement. Et à partir du moment où on a défini ces éléments-là, en tout cas, vu de ma fenêtre, transport sanitaire partagé, on a le professionnalisme côté transporteur pour être en mesure d'anticiper les transports, parce que l'intérêt ou l'avantage, c'est qu'on est dans du programmé. Donc, du coup, on est en mesure d'anticiper à la fois ces plans de charge et toutes ces contraintes dont on est en train de parler. Voilà, donc c'est vers ces orientations-là, moi, que je vois en faisant le corollaire par rapport à un sujet qui était compliqué, qui était l'article 80, de la manière dont on doit, en tout cas, structurer ce sujet-là. Super, merci. Alors peut-être que dans la salle, il y a des questions. C'est quand même un sujet intéressant, dynamique. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ouais. Eh ben, c'était passionnant. Un immense merci. Je pense qu'on va continuer à travailler avec la RTLH. Et on va forcément sur les plateformes avoir des discussions avec l'assurance maladie. Donc, j'imagine que sur le transport partagé, la NAP sera sollicitée ou vous travaillez déjà. Probablement, oui. Ouais. Probablement. Parfait. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.